Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on continue ce 10h midi avec les débats comme tous les jours avec Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour Valérie. Bonjour, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Et vous aussi c'est un média, vous avez votre petit média à vous. Petit. Et je rappelle que votre documentaire Le ministre qui ne devait pas l'être, excellent documentaire consacré à Éric Dupond-Moretti, est toujours disponible sur le replay de France 5. Ouais. Un autre Darmon est là, Mickaël Darmon, Bonjour. journaliste politique chez i24 News. Vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise aux éditions L'Archipel. Bonjour. Bonjour à tous. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous avez publié Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. C'est un entretien avec Stéphane Rosès, paru aux éditions du Cerf. Et Fabrice Hakoun, bonjour. Vous êtes entrepreneur et vous avez publié Rallumons les lumières aux éditions L'Archipel également. On va parler de cette interview d'Emmanuel Macron dans l'Humanité ce matin. Le Rassemblement national ne s'inscrit pas dans l'arc républicain. On va parler également de l'intervention hier soir de Bruno Le Maire et des économies que l'État va devoir faire, mais que pour l'État, hein. Pas d'augmentation d'impôts. Et puis cette question, c'est vrai qu'hier soir TF1 montrait mettait en rapport les sommes qui sont données à l'éducation nationale, à la santé, en rapport avec celles qui sont données à l'Ukraine. Alors c'est peut-être pas exactement le même terme de financement, mais c'est en termes de milliards. Est-ce qu'il faut arrêter de donner de l'argent à l'Ukraine, la fin du permis à vie, bref, beaucoup de sujets avec vous. Ce matin, on va commencer tout de suite avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer peut-être avec vous, Fabrice. Oui. Fabrice Hakoun, c'est un coup de cœur. Oui, cette fois-ci, c'est un coup de cœur, contrairement à la dernière fois, c'était un coup de gueule. C'est un coup de cœur pour une très belle institution et surtout pour ses soldats, la gendarmerie. J'ai eu le plaisir de participer vendredi dernier à l'hommage rendu aux héros de la gendarmerie. Extrêmement émouvant, donc avec Darmanin, donc le ministre Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est venu rendre hommage. Et puis cette année, contrairement aux années précédentes, on a rendu hommage à la fois aux morts. 14 gendarmes sont morts dans l'exercice de leur fonction pour nous protéger. L'année dernière, on ne le sait pas. Ça surprend beaucoup quand on dit 14. La plus jeune avait 20 ans. C'est une jeune femme, le plus âgé 57, et il y a eu aussi de très belles décorations. 9 gendarmes ont été décorés, des gendarmes qui se sont illustrés dans des actions méritoires et absolument fabuleuses, ont sauvé des vies au détriment parfois des leurs, en tout cas en étant blessés. Et donc voilà, je voulais leur rendre hommage parce qu'on en parle très peu, et quand on en parle en général, c'est plutôt en mauvais termes, ce qui est tout à fait désolant. Les gendarmes ont plutôt une meilleure image que les policiers, hein, globalement. Allez le dire aux zadistes, on reparle de la ZAD en ce moment. Oui. Non, c'est vrai. Mais globalement, il n'y a pas de manifestation anti-gendarmes où tout le monde déteste les gendarmes. C'est plutôt. Il n'y a pas de violence gendarmière. Il n'y a pas de violence gendarmière. Oui, enfin, je me rappelle quand même. Regarde les zadistes. Voilà, là, en l'occurrence, c'est pas c'est du maintien de l'ordre également. On n'est pas dans des dérapages qui provoquent des émeutes. L'affaire Traoré, c'était contre la gendarmerie aussi. Enfin, il y a eu quelques. Donc voilà, je voulais leur rendre hommage, c'est mon coup de cœur. 40 personnes sont mortes au sein de la police. Et ça c'était de la gendarmerie. Effectivement, faut rappeler que nos forces de l'ordre payent effectivement un assez lourd tribut de par leur métier. Avant de se lancer dans les sujets un peu lourds, moi je voulais revenir quand même sur l'interview sur France Culture de la ministre Dominique Faure qui, écoutez là, a comparé l'attente insupportable pendant 4 semaines de savoir si elle allait être renommée ministre à celle de l'attente des résultats d'un cancer. J'ai vécu cette période comme une période d'attente et à un moment donné, vous savez, j'ai fait ce parallèle et je veux le faire avec vous, de gens à qui on a diagnostiqué un cancer et qui attendent pendant 4 semaines, 5 semaines parfois, les résultats des analyses pour savoir quelle forme de cancer, comment ils vont être soignés, quels risques ils ont. Et donc, la vie, elle apprend la patience. Voilà, alors elle continue, elle précise. Quand j'entendais certains me dire, c'est parce que j'ai réécouté toute l'interview en me disant, est-ce que c'est une phrase sortie de son contexte ? Alors elle a quand même dit oui. La journaliste lui dit, mais vous faites la comparaison entre l'attente de la renomination et un cancer ? Elle répond oui.
je les compare. Je dis simplement que la vie apprend à relativiser, que la vie apprend à attendre. Et elle dit, quand j'entendais certains me dire c'est insupportable, c'est inimaginable, ce que vous inflige le président de la République en vous faisant attendre 4 semaines, je leur disais que ces mots me paraissaient excessifs par rapport à d'autres personnes qui attendent et à qui elles sont confrontées à des choses beaucoup plus graves. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, on comprend pas. Non, on n'a pas compris. Non, on n'a pas compris. C'est tellement mal dit. On voit bien l'allusion qui consiste à dire, au fond, il faut relativiser. Oui. C'est pas comme si. Mais je dirais que c'est évidemment maladroit, quoi, par définition, parce que ça renvoie. Non, c'est nul. C'est même nul, franchement. Elle dit tout et son contraire. C'est du en même temps, en fait. Encore une fois, avec Macron, on comprend rien. On comprend rien à ce qu'elle raconte. Et puis, dans une autre partie, je vous donne la parole, mais une autre partie de l'interview, la journaliste lui question France Culture, peut-être que s'il faut l'afficher, elle dit quelle liberté le président de la République a-t-il apporté aux salariés? Et elle est incapable de répondre. Elle répond la liberté de manifester qui existait avant Macron déjà. Quand même, il faut le rappeler. Mais c'est le niveau de ces ministres. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, en fait, j'essaye de me souvenir ce qu'elle a dit exactement. Elle a dit, mais il a maintenu la liberté. Enfin, elle l'a peut-être pas dit dans ces termes. Enfin, il a pas, en d'autres termes, il n'a pas soustrait la liberté de manifester. Oui, merci. C'est formidable. Ce qui est dramatique, c'est qu'elle était déjà ministre et que personne aussi, je suis désolé de le dire, ne la connaît non plus. Ça incarne exactement. 80% des ministres, c'est ce cas-là. Ça illustre l'imposture permanente dans laquelle on vit depuis maintenant quelques années. Alors, elle a tweeté ce matin, des propos que j'ai tenus hier sur France Culture ont beaucoup fait parler. Je reconnais une maladresse. Si certains se sont sentis blessés, je le regrette et je leur présente toutes mes excuses. Alors ça, c'est une phrase maintenant qui est une phrase mantra. La phrase du gouvernement qui est, à mon avis, en bonne place sur les bureaux des ministres, plastifiés. En cas de dérapage médiatique, voilà ce qu'il faut dire. Voilà. C'est vraiment... Non, mais c'est lamentable. J'ai trouvé ça incroyable. Donc, effectivement, il faut un décodeur, maintenant, me dit un auditeur, pour comprendre ce que disent les ministres. Mais c'est la pensée complexe. Je pense que c'est lié à la vacuité, en fait. Je pense que c'est lié à la vacuité. C'est-à-dire que quand on n'a pas de fond, on s'illustre entre guillemets par ce type de phrases et de sorties. Mais comment on peut dire ça? C'est-à-dire comment on peut, dans sa tête, imaginer de dire... Il y a plein de choses à dire sur le fait d'attendre. Parce que rien que d'attendre, le fait, pour vous dire, pour avoir parlé avec des conseillers ministériels, aujourd'hui, les ministres qui ont été nommés après avoir attendu un mois et demi, ils n'ont plus aucune légitimité. C'est l'administration qui a décidé. Il y a eu des engueulades. Enfin, il y a des choses à raconter. Il y a des vraies choses à raconter. Mais ça, des vrais problèmes à dénoncer. D'où elle parle, elle ne peut pas le dire, malheureusement pour elle. Peut-être, mais en tout cas, il y a des vraies choses à dire. Et là, c'est un vieux parallèle. Il y a l'affaiblissement de ceux qui ont été nommés, et puis il y a la rancœur, les jalousies et les tensions de ceux qui n'ont pas été nommés. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il y a un papier très éclairant dans l'Opinion ce matin, que je vous conseille, très éclairant sur l'état de la majorité après le remaniement. Ils sont au bord de la crise de nerfs. Ce sont des insultes, des rancœurs, et avec une attitude générale qui consiste à dire, eh bien maintenant, il faut couper le cordon, Macron c'est fini, la façon dont il se comporte avec nous, dont il s'est comporté, c'est terminé, on reprend notre liberté, on regarde de loin, et parfois même totalement effaré la manière dont effectivement il y a une volonté d'aller, on va en reparler sûrement, d'aller de plus en plus à droite et voire d'intégrer quand même, comme le veut Gabriel Attal, le RN dans l'arc républicain, avec quel résultat on a bien vu, mais quand même c'est intéressant. Et donc en fait tout est totalement décomposé, explosé. Ouais. Alex, vous aviez un coup de gueule. Ouais, c'était un coup de gueule contre le président brésilien Lula et ses propos hier. La vieillesse est un naufrage, disait Charles de Gaulle. Je crois que c'était Chateaubriand même qui le disait avant lui. Et là, c'est terrible parce que c'est plus un naufrage, c'est carrément le Titanic. Il est en train de couler à lui tout seul parce que dans la même interview, il dénonce le fait que Israël serait en train de réaliser un génocide en comparant la guerre qui se passe entre Israël et le Hamas là-bas et Hitler. Enfin, ce qu'a fait Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est franchement dégueulasse, honnêtement. Et puis dans la même interview, en plus, il vous annonce le fait que finalement, il faut attendre avant de condamner peut-être la mort de Navalny. Navalny, aussi pareil. Je suis pas un expert de l'homme. Et il devait aussi avoir ses parts d'ombre. Mais de dire que peut-être qu'il était malade, détenu, pas détenu, on sait pas. Il faut attendre d'avoir l'autopsie alors qu'on n'arrive même pas à avoir. Enfin, la famille n'arrive même pas à avoir le corps. Bref, vous sentez bien dans ses propos à Lula.
sur les propos sur Israël qui sont pas les premiers. Déjà au lendemain du 7 octobre, il avait déjà dit qu'il fallait pas répondre, que Israël se comportait comme le Hamas. Vous sentez bien dans ses propos en fait qu'il est complètement largué, que il fait preuve d'aucune. C'est pas si évident que ça. Non mais au niveau, pour moi, des relations mondiales, bien évidemment qu'après il y a un jeu qui s'installe et malheureusement il y a une division des avis qui s'installe et qui représente l'Amérique latine, ce que vous voulez. Mais et d'ailleurs il accuse l'Europe dès qu'il peut, l'Occident d'être responsable de la guerre en Ukraine entre les Ukrainiens et les Russes. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que vous sentez bien quand même qu'il y a quand même de son côté à mon avis, une partie, pas de démence, mais pas loin. Quand vous l'entendez parler, quand vous l'entendez déclarer ce qu'il déclare hier, pour moi, il y a un vrai problème. Alors, et un vrai problème de légitimité. Vous pourrez réagir. On marque une pause. Il est bientôt 11h sur Sud Radio. On se retrouve tout de suite après. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi, les débats avec aujourd'hui Fabrice Hakoun, entrepreneur, auteur de Rallumons les Lumières aux éditions de l'Archipel, Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube avec votre chaîne de débat Les Indécis et également votre documentaire sur le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, le ministre qui ne devait pas l'être. C'est sur la plateforme de France 5. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous avez publié Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, un entretien avec Stéphane Rosès et aux éditions du CERF, et Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News, et vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise aux éditions L'Archipel. On va parler de l'interview d'Emmanuel Macron dans l'Humanité aujourd'hui. Le RN ne s'inscrit pas dans l'arc républicain. Là aussi, on est dans l'essuie-glace. On a un Premier ministre qui nous a dit que le RN était dans l'arc républicain. C'est vous qui avez dit ça, non? Essuie-glace qui a dit ça. C'est un peu ça. Ça ressemble aux formules de Michael. Un coup en avant, un coup en arrière. Faut-il continuer à donner de l'argent à l'Ukraine? Faut-il mettre fin au permis à vie? Et puis on voit, vous l'avez entendu dans le rappel des titres à l'instant, la colère est toujours là. C'est ce qu'a dit le patron de la FNSEA. Les agriculteurs ne laissent pas tomber. Tous ces sujets avec vous, si on a le temps ou pas. Je voudrais qu'on continue de parler peut-être de Lula. Il y a un auditeur qui vous dit, Alex, si on n'est pas d'accord avec vous, c'est qu'on est dément. Non, peut-être été trop loin, parce que c'est vrai qu'on peut pas être dément parce qu'on n'est pas d'accord avec moi, mais en tout cas je trouve que c'est quand même des propos à mon avis vraiment honteux quand on compare Hitler avec la situation au Proche-Orient aujourd'hui, quoi. Vous vouliez réagir? Moralement vous avez parfaitement raison, mais après ça dit quelque chose sur la géopolitique aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez une partie de la planète, une grande partie de la planète qui est loin d'être alignée sur les positions des Occidentaux. On l'a vu sur l'Ukraine, on le voit aujourd'hui sur Israël. Il y a manifestement, si vous voulez, ce qu'on appelle peut-être à tort d'ailleurs le Sud global. C'est un concept un peu valise, mais enfin en tout cas on voit qu'il y a un groupe de pays, et parfois d'empires même, qui aujourd'hui, finalement, ont décidé d'imposer un rapport de force à l'Occident, ne s'en cachent pas, le disent, et Lula, et j'allais dire, quoi qu'on pense de ces propos qui sont en effet choquants pour nous autres occidentaux, est dans cette lignée. D'ailleurs, il est dans cette lignée depuis le début de la guerre en Ukraine. Clairement, il a pris ses distances, comme la plupart des pays d'Amérique latine, d'ailleurs, quand même aussi. Parce qu'on parle souvent de l'Afrique, mais l'Amérique latine est aussi sur cette position-là. Donc, oui, ça dit quelque chose quand même sur les tensions aujourd'hui et les fractures. Et puis, la justification par certains du 7 octobre, c'est devenu ce dénominateur commun des non-alignés ou du Sud global ou des BRICS hormis l'Inde, comme il faut le préciser. Donc les BRICS, c'est Brésil, Russie. À la différence des non-alignés dans les années 50 et les années 60, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des États qui sont beaucoup plus puissants qu'ils ne l'étaient. C'est la grande différence. Des pays émergents décolonisés à l'époque. Un mot, Michael Darmon. D'abord, Lula est aussi en concurrence avec l'Afrique du Sud pour prendre la tête des anti-occidentaux, des BRICS, mais surtout maintenant, globalement, effectivement, ce Sud anti-occidental, plus que global. Ces États qui assument le fait d'être maintenant contre l'Occident. On a bien vu que à partir du moment où on est anti-impérialiste, on a son brevet de résistance. Donc bien sûr qu'il utilise des propos fortement provocateurs et infamants pour discuter, pour qualifier ce qui se passe au Proche-Orient, alors qu'il ne connaît pas du tout les tenants, les aboutissants de cette région. C'est pas lui faire injure, mais enfin il connaît pas tout, Monsieur Lula, et en l'occurrence pas du tout les enjeux de cette région, mais il a besoin d'en faire un effet de levier pour instrumentaliser et montrer qu'il est le leader des anti-occidentaux, comme l'est aujourd'hui à d'autres égards l'Afrique du Sud.
Alors, votre coup de gueule, c'est l'actualité, c'est la mort d'Alexei Navalny. Autour des réactions, cette fois-ci des dirigeants occidentaux, français aussi, mais et donc européens depuis l'annonce de sa mort, où on a au fond comme une sorte de découverte, d'étonnement, de choc. Poutine n'est pas gentil. Poutine ne serait pas quelqu'un de très fréquentable. Ah bon, on enferme, comme l'a dit le président, on enferme des gens dans les goulags jusqu'à la mort. Ah, merci. On savait pas que jusqu'à présent il y avait un problème avec la liberté d'expression, et en particulier pour les opposants en Russie, alors que on fait mine d'être un interlocuteur. Une fois de plus, on a assisté alors un changement de posture, de président qui annonce à côté de Zelensky. Pas de chance, il y avait Zelensky ce jour-là, donc il était obligé de faire très fort pour dire cette fois-ci il y a une volonté de déstabiliser l'Occident, on change de pied, et il a beaucoup à se faire pardonner, parce que faut quand même faut faire oublier les 5 heures de négociation avec la table de il faut faire oublier que la note téléphonique de l'Élysée a explosé parce qu'il s'est quand même fait filmer pendant 2 heures en train de téléphoner à Poutine pour montrer qu'il était à la manœuvre, qu'il fallait négocier absolument avec Poutine et l'amener à la table de négociation un jour. Donc, bien évidemment, il y a cette attitude-là. Et surtout, ce qui est intéressant, et j'interviendrai par là, c'est qu'au fond, tous les reproches et tous les questionnements qui sont faits à Poutine ne sont pas faits au Hamas. C'est-à-dire qu'on entend, par exemple, aujourd'hui, des analyses qui consistent à dire, mais quand même, pendant tant d'années, il a utilisé tout son PIB, enfin une partie importante du PIB, au lieu de faire de l'éducation et de la culture et de l'économie et du développement, il a fait du développement militaire. Ça tombe bien, sur un autre théâtre d'opération, on voit bien qu'un groupe a fait ça pendant 20 ans, mais là on lui pose pas du tout la question. Et au fond, l'erreur d'analyse qui moi me fait sursauter, c'est qu'effectivement c'est une sorte de schizophrénie européenne, et qu'on considère que Israël c'est la Russie, alors qu'Israël c'est l'Ukraine. Ça, vous revenez au problème du Proche-Orient, mais si on reste... Parce que c'est global, il a raison Arnaud. On est dans une évolution géopolitique globale depuis le 7 octobre, qui a redéfini, déjà depuis la guerre en Ukraine en 2022, mais depuis le 7 octobre 2023, il y a effectivement une redéfinition des lignes géopolitiques et qui aujourd'hui font assumer 2 camps, l'un occidental et l'un anti-occidental. Oui. Arnaud, moi, je serais moins sévère vis-à-vis de Macron sur l'Ukraine que les Michael, pour une raison simple, c'est que on peut pas lui reprocher au début d'avoir essayé quand même de négocier et de sauver autant que faire se peut la paix. D'ailleurs, il était finalement dans une position qui est assez traditionnelle à la diplomatie française. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est toujours le problème avec Macron. Ce qui fait sourire le monde entier quand même. Pardon ? Ce qui fait sourire le monde entier sur la région. Je sais bien. Il y avait certainement une forme de naïveté, peut-être. Mais en l'occurrence, après tout, je veux dire... éviter la guerre, c'est quand même toujours, l'objectif que l'on doit se fixer. Après, quand il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Mais alors, c'est vrai que le problème avec Macron, c'est qu'il est en permanence erratique. Et c'est si vous voulez, aujourd'hui, il en surajoute d'une certaine manière aussi dans sa communication. Et le vrai problème, quand même, le fond sur ce conflit, c'est que, quelle que soit l'émotion légitime et évidemment tout à fait, morale et indignée qui est la nôtre vis-à-vis de la mort de Navalny, c'est que sur le fond, c'est la question des opinions publiques. Parce que quand même, on s'installe dans un conflit qui est plutôt un conflit qui s'annonce long, difficile, complexe, où les Russes qu'on pensait finalement mal en point à un moment donné, regrignotent un peu de terrain, peut-être modestement, mais malgré tout, ils regrignotent du terrain. Et jusqu'à quand les opinions publiques occidentales, je ne parle pas seulement des Français, vont tenir ? En plus, compte tenu de la situation économique que l'on traverse, c'est un sujet. Et là aussi, Macron, encore une fois, me semble-t-il, est en décalage par rapport à cet état de la situation, par rapport à cet état de l'opinion. Et ça risque, évidemment, là aussi, d'être plus compliqué pour lui par la suite. D'où la question, effectivement, de l'argent donné à l'Ukraine. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Fabrice. Non, mais je rejoins complètement. Aujourd'hui, on vit une démocratie d'opinion, et la difficulté, c'est que les politiques ne réagissent plus en fonction d'une stratégie ou d'une vision,
mais en fonction de ce qu'ils perçoivent comme étant la petite musique ambiante. Et donc si la petite musique ambiante, pour l'instant, du fait des réseaux sociaux, etc., est plutôt favorable à l'Ukraine, ils vont être dans une logique qui va être totalement favorable à l'Ukraine, sans avoir de discernement et surtout sans proposer de projet. Parce que moi, ce qui m'intéresserait quand même, c'est que demain, ils puissent proposer un projet sur ce que va être l'après-guerre, si après-guerre il y a, ou en tout cas à quel moment il va falloir les arrêter. Et là, on n'a rien, on n'a aucune vision, on n'a aucune idée. On a un appel à un sursaut international et on ne laisse rien passer. Voilà. Mais ça, c'est la rangue. Et avec le problème des Américains. Et en arrière-fond, le problème des États-Unis. Parce que là, quand vous allez avoir, si vous avez Donald Trump qui est élu. Mais déjà. Oui, mais le Congrès n'a pas voté les crédits. Mais en novembre, si vous avez Donald Trump qui arrive à la Maison-Blanche, qui dégueule l'OTAN, entre guillemets, et qui ne veut plus soutenir l'Ukraine, là aussi, vous allez avoir un basculement encore plus prononcé du monde. Il est imprévisible, mais. Enfin, de plus en plus prévisible, si vous me permettez quand même, parce que quand on l'entend parler dans ces différents meetings, on commence à comprendre la ligne qu'il va avoir, et c'est pas bon signe. Vraiment, c'est pas bon signe. Voilà. C'est 85 milliards d'euros qui ont été donnés à l'Ukraine par l'Union européenne, et Emmanuel Macron, il y a 2 jours, a promis 3 milliards. 3 milliards. C'est vrai qu'hier, de voir les chiffres hier, avec derrière le ministre de l'économie a annoncé donc des restrictions. On voit, je crois que c'est 500 millions pour l'éducation, pour la justice. Et on donne 3 milliards quand on est, je sais pas, citoyen lambda, ce que je suis, on a du mal à comprendre, on a quand même un peu de mal à comprendre. Peut-être qu'un jour, juste sur cette question-là, il faudrait peut-être quand même que le Parlement soit informé et consulté un minimum, parce que quand même, moi, je suis très frappé que jusqu'à présent, c'est des décisions qui sont des décisions très solitaires du président de la République et que la voir le trésorier de Bercy qui apprend à la télévision les chèques qu'il va devoir faire. Complètement. C'est un drôle de fonctionnement. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On va parler de ces économies justement. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue nos débats et le tour de table avec vous, Arnaud Benedetti. Hier, on le disait, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, était l'invité de TF1 pour aller annoncer des restrictions budgétaires, des économies plus précisément, uniquement pour la fonction publique, pour l'État. Oui, il a dit qu'il ferait des coupes dans les budgets des différents ministères. Moi, ce qui me surprend dans cette affaire, et ce qui quand même m'ennuie fortement, et je pense que ça ennuie beaucoup de Français, c'est que finalement, on construit des budgets qui sont en permanence insincères. Parce que finalement, le budget la loi de finances qui a été votée, elle a été votée sur une perspective de croissance dont on vient nous dire aujourd'hui, alors qu'un certain nombre, plusieurs personnes l'avaient dit, et des institutions. Je rappelle que le Haut Conseil des finances publiques était très pessimiste sur les perspectives de croissance qui étaient annoncées lorsqu'on a construit la loi de finances pour 2024. De même que la Banque de France, d'ailleurs, également. Finalement, aujourd'hui, le ministre de l'économie vient nous annoncer que finalement, les perspectives de croissance, d'ailleurs, qui me paraissent encore très optimistes, parce qu'il dit sur une perspective de croissance de 1%. Et quand on écoute un certain nombre d'économistes sérieux, ceux qui vont notamment sur le terrain et qui écoutent la microéconomie. Parce que le problème, c'est que les modélisations de Bercy, c'est des modélisations très macroéconomiques, mais qui ne reflètent pas les remontées de terrain. Et finalement, il suffisait... Nous, on a Jean-Yves Archer, qui est un des chroniqueurs de la revue politique et parlementaire, chroniqueur économique, et qui l'explique depuis plusieurs mois. Il dit, le budget qu'on fait voter à la représentation nationale est insincère, les perspectives de croissance ne seront pas celles-là, et il en veut pour preuve uniquement les remontées qu'il a, par exemple, des chambres de commerce, où on a un accroissement du taux de faillite des entreprises. Il y a plus de 60 000, je crois, faillites aujourd'hui. Absolument. Donc, les carnets de commandes sont loin d'être remplis. Donc, on sait très bien que l'état réel de l'économie ne correspond pas aux projections de Bercy. Et aujourd'hui, on a quand même un ministre de l'économie qui vient nous expliquer que, oui, ils se sont pas finalement totalement trompés, parce que c'est quand même ça, le discours. On reconnaît pas qu'on a commis une erreur. Et d'ailleurs, je sais pas comment ils vont faire, parce qu'en fait, en toute bonne logique parlementaire, et même, j'allais dire, presque budgétaire, il faudrait un collectif budgétaire aujourd'hui. Mais manifestement, Macron ne veut pas lutter. Vous savez pourquoi ? Parce que ça, c'est Darmanin qui l'a fait valoir en séminaire gouvernemental, parce qu'ils se sont dit que ce sera l'occasion d'avoir une motion de censure déposée par la droite, et là, on est tombé. Donc il n'y a pas de collectif budgétaire, ça c'était décidé. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, tout a été dit très régulièrement. Si vous écoutez la Cour des comptes, si vous écoutez à chaque fois que Pierre Moscovici prend la parole, il le dit.
Et là, quand on parle un peu off avec les responsables de la Cour des comptes depuis ce week-end et depuis que les annonces de Bruno Le Maire, ils vous disent que la prévision de croissance annoncée par Bruno Le Maire est encore trop optimiste. Et que le taux de déficit n'y arrivera pas. De toute façon, du côté de la Cour des comptes, quand on vous dit les choses et on regarde sans phare, et la manière dont c'est intéressant à évoluer la Cour des comptes d'ailleurs en devenant très régulièrement actrice dans le débat et en intervenant avec les études, ils vous disent que de toute façon on va dans le mur, qu'il y aura une grande difficulté à financer la transition écologique, il y a une prise de conscience, parce que il faut quand même savoir que le premier président de la Cour des comptes rencontre tous les 3 mois Alexis Kohler et Emmanuel Macron. Donc ils savent parfaitement quel est l'état de la situation. Simplement, il y a une gestion politique et qui aussi incombe à un Bruno Le Maire qui, voyant le calendrier, maintenant, on arrive dans la dernière partie du quinquennat, pose aussi sa posture churchillienne de la vérité, du sang et des larmes et du discours direct aux Français. Mais une révision de 10 milliards, c'est quand même c'est quand même énorme, non? Mais je sais pas où est-ce qu'ils vont les trouver. Non. Objectivement, quand on nous dit que ça va attaquer que les ministères, parce qu'apparemment c'est immédiat, donc on touchera pas normalement à la sécurité sociale, aux impôts directs des Français, normalement. Mais je vois pas où est-ce qu'ils peuvent trouver ces 10 milliards d'euros. Et le problème, c'est que ça fait longtemps qu'ils le savent et qu'ils le disent pas, parce que vous avez quand même une crise agricole qui est de plus en plus forte, qui est en train de monter. Vous avez un salon qui commence la semaine prochaine et ils ont fait plein de promesses. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils n'arriveront pas à les tenir. Vous avez eu un remaniement aussi qui devait tout changer, qui finalement ne change rien, fait pchit. Et donc c'est pour ça qu'ils ont pris le temps avant de l'annoncer. Donc aujourd'hui, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont dans l'urgence? C'est aussi parce que vous avez en Europe la France qui est un mauvais élève, clairement, et que vous avez des élections européennes qui arrivent au mois de juin prochain. Vous avez des agences de notation qui doivent donner leur avis. À la veille du scrutin. La veille du scrutin. 2 agences de notation en avril et une autre fin mai, la plus importante d'ailleurs, je crois que c'est Standard & Poor's, la plus importante, qui donnera son avis, je crois, fin mai. Et donc en fait, ils sont en train là, tout azimut, de s'exciter au gouvernement en disant il faut qu'on réussisse à raboter de 10 milliards. 10 milliards, c'est considérable. C'est considérable. C'est énorme, et donc il y a forcément un moment donné où vous allez passer, à mon sens, où vous allez passer directement dans le portefeuille des Français. Et alors il a dit que non. Il a dit que non, parce qu'on est quand même le premier pays au monde, quasiment les premiers pays au monde sur les prélèvements obligatoires. Mais pour les premiers, je crois. Voilà, mais donc il a dit que non, parce qu'il peut pas dire ça aux Français aujourd'hui. Et Bruno Le Maire, effectivement, à sa stature, vous savez, c'est un peu le grand sage. Il est là depuis 10 ans. C'est un peu le Bernard Kouchner à l'époque. Vous savez, le ministre de la Santé, il sait tout sur tout. Et donc il dit non, sauf qu'il arrive tous les 2 mois au journal de 20h de TF1, tous les 2 mois, en nous annonçant une nouvelle. Ça va mal se passer, on est désolé, c'est pas de notre faute. Mais la vérité, c'est qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions très claires. On est en train de payer le Covid aussi, coûte que coûte. On est en train de le payer complètement. Et donc, à quelques semaines des élections européennes, et on va en parler dans quelques minutes par rapport à l'interview du président de la République, il n'y a pas de cap, il n'y a rien, il faut qu'on réagisse. Véronique me dit, Éric Coquerel l'avait dit, président des lois de l'Assemblée, commission des finances, pardon, il l'avait dit, il avait prévenu, effectivement, il n'est pas le seul, et vous avez raison de le dire, Véronique, que ce que vous dites aussi en substance, que c'était de toute façon des prévisions qui étaient beaucoup trop optimistes. Il y a l'histoire de MaPrimeRénov' aussi, qui est alors, je ne sais pas si vous avez regardé l'excellente série sur Canal+, 200 et d'argent et 200. Incroyable. Il est en train de se passer la même chose avec MaPrimeRénov'. Il se trouve que je connais quelqu'un qui travaille dans le secteur qui m'a dit il y a une énorme arnaque qui est en train de se monter, où des gens sont en train de profiter de ce système pour s'en foutre plein les poches. Il n'y a pas d'autre mot. Et le gouvernement n'a pas vu venir cela. Et il y a du détournement de primes il y a une fuite d'argent colossale avec ça. Et là, vous vous dites, mais comment on se rend pas compte de ça? J'allais intervenir justement en disant qu'au-delà des économies à faire, il y a un problème, c'est l'efficience des dépenses publiques. On l'a vu depuis des décennies. On prend des mesures parce qu'il faut combler le fait que la politique fiscale est inique en France, et donc on essaie de combler en mettant des niches fiscales, des mesures de toutes sortes ou de subventions, et qui sont autant d'effets d'aubaine. Oui, depuis c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que des entrepreneurs peu scrupuleux font des fortunes astronomiques sur le dos des subventions aux économies d'énergie. Ça fait des années. Et dans un pays aussi administré que la France, dans lequel tout est tellement contrôlé,
Comment peut-on imaginer une seconde que l'État soit pas capable de le détecter et de lutter contre? Ce que me dit la personne qui m'a alerté là-dessus, il me dit en fait la niche, c'est de faire du volume sur des petits dossiers qui ne seront jamais contrôlés, soit parce que c'est invisible dans la grande masse, des montants entre 5 000 et 15 000 euros, soit parce que l'inspecteur pour sa sécurité ne voudra pas se déplacer et contrôler certains endroits. Plus explosif encore, les grands dossiers qui seront contrôlés seront des usines à gaz montées entre une multitude d'acteurs et de donneurs d'ordre, etc., etc., etc. C'est un vrai scandale et on cherche de l'argent. C'est la toute économie subventionnée. C'est la conséquence effectivement d'une France ultra administrée, ultra bureaucratisée, et donc il est tellement facile de berner avec un petit peu d'astuce et d'esprit d'à propos. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais on voit bien que c'est la réalité et que à chaque fois il y a une grande difficulté face aux mastodontes de réagir face à l'agilité de ceux qui vont à toute vitesse et qui peuvent rentrer dans les brèches. D'ailleurs, c'est intéressant parce que au fond, ce que l'on comprend avec MaPrimeRénov', c'est que c'est le premier impact réel pour les Français des décisions d'économie, puisque la montée en charge qui devait se faire va être limitée. Ça va être limité. On voit bien qu'immédiatement, vous avez une contradiction de la part de l'exécutif qui reconnaît que la prime rénov' va être moins forte, va monter moins en charge, va moins profiter aux Français. Donc, tout de suite, on a le premier impact. Et bien évidemment, comme le disait aussi Alex, il y aura bientôt il n'y aura pas de choix que d'arriver sur également les impôts et les Français directement touchés. C'est ce que je décris dans le livre. C'est ce que je décris dans le livre que vous rappeliez. Donc, Rallumons les lumières. En fait, la France, c'est une mécanique. C'est une mécanique. On sait très bien que celui qui commande, c'est celui qui paye. Et donc, comme l'État veut tout commenter, tout régenter, tout commander, tout régenter, tout diriger, il spolie en fait l'argent. Il va prélever de l'argent partout, dans les entreprises, dans la poche des ménages, etc. Et puis après, il redistribue en revenus de transfert, en revenus sociaux, en subventions de toutes sortes, de manière à diriger, à commander. Donc c'est une logique. Les économies, dit Bruno Le Maire, seront faites sur le budget de fonctionnement de tous les ministères, sur les dépenses d'énergie ou les achats. 10 milliards d'euros. On est en déficit depuis des années. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Le budget de chaque ministère à chaque fois. Donc c'est quoi? Il n'y aura plus de gobelets en carton. Il faut fermer les ministères. Mais c'est ça. Et surtout, on vous annonce dans tous les ministères quasiment des augmentations de budget. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va faire des économies sur ces ministères-là. Enfin, c'est incompréhensible, objectivement. Non, c'est incompréhensible. Moi, je me suis demandé pourquoi il était allé aux 20h de TF1 hier. Parce qu'il y va tous les 2 mois. Oui, je sais. Mais sauf qu'il avait rien annoncé en tant que tel qui concerne les Français sur leur pouvoir d'achat. Parce que dans le résultat des négociations du dernier remaniement, il a négocié, il a accepté entre guillemets la présence de Gabriel Attal à Matignon, en négociant directement avec Emmanuel Macron, d'après ce que j'ai compris, la liberté sur les arbitrages économiques et le fait de prendre lui la parole sur tous ces sujets-là. Et donc, évidemment, une partie de la presse a dit il a été décidé dans un premier temps que c'était d'abord lui qui montait en première ligne, mais ce sera que lui qui montera en première ligne tout le temps, parce que c'est sa place. C'est sa manière de dire je ne rends pas compte à... D'ailleurs, en corollaire, immédiatement, le patron du Trésor, Emmanuel Moulin, a été nommé donc à Matignon comme directeur de cabinet, ce qui montre bien qu'il y a un contrôle de Bercy sur Matignon. On se retrouve dans un instant. On va parler de l'interview d'Emmanuel Macron à l'Humanité ce matin. Le RN ne fait pas partie de l'arc républicain. Tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et ce matin, donc, le président de la République s'exprime dans l'Humanité et donc contredit son Premier ministre, d'une certaine manière, Gabriel Attal, qui avait dit que le Front National, que le Rassemblement National faisait partie de l'arc républicain. Son ancienne première ministre Elisabeth Borne qui avait dit aujourd'hui on ne doit pas utiliser de l'argument moral pour condamner le Rassemblement national, ça ne sert à rien. Et donc ce matin, on peut lire dans l'Humanité, donc dans cette interview, les forces d'extrême droite seraient bien inspirées de ne pas être présentes donc à la panthéonisation de Manouchian. Je ne sais pas si on dit Manouchian ou Manoukian. Moi je disais Manoukian. Chacun, je crois, c'est de Manouchian. Et comme pour le garde des Sceaux, dont les élus RN n'étaient pas venus. Encore une fois, là, on sent qu'il est devant un couteau, c'est une poule devant un couteau. C'est un peu ça. Surtout. Oui, mais il contredit non seulement Attal, mais il se contredit lui-même, parce que l'injonction morale lui-même l'avait condamné, considérant qu'elle était totalement inefficiente pour combattre le Rassemblement national. Le problème de Macron, c'est qu'il dit...
il dit ce qu'il veut à qui veut bien l'entendre. C'est-à-dire qu'en fait, il parle à l'humanité. Il est à 24 heures de la panthéonisation de Manoukian, et il tient un discours qui parle à la gauche et peut-être éventuellement à l'aile gauche de sa majorité. Et dans 3 jours, il peut très bien tenir un discours totalement inverse s'il s'adresse au JDD à valeur actuelle, même voire au Figaro, en disant que le RN fait partie intégrante de l'arc républicain. Alors, au demeurant, d'ailleurs, c'est pas à lui de juger qui fait partie ou qui ne fait pas partie. Il n'a pas à décréter qui fait partie ou qui ne fait pas partie de l'arc républicain. Je crois qu'il y a une définition, en fait. Il y a une définition de ce qu'est l'extrême droite ou ce qu'elle n'est pas. Il y a une définition de ce qu'est l'arc républicain. Aujourd'hui, moi, je trouve plus crédible Serge et Beate Klarsfeld, Serge Klarsfeld, président des fils et filles de déportés de France, donc qui est chasseur de nazis et qui a soutenu Marine Le Pen en disant qu'elle n'était pas antisémite, je le trouve plus crédible que Macron quand il s'adresse dans l'humanité à une frange des Français pour essayer de faire un rond de jambes supplémentaire. Mais surtout, il dit à un moment aussi qu'il ne veut pas que les textes importants, il dit que les textes importants ne devraient pas passer grâce à leur voix. Ça, c'est totalement scandaleux. La représentation nationale, il faut le renvoyer. Le texte sur l'immigration a été voté grâce au droit. Il faut le renvoyer en fac de droit. C'est une idée de Bayrou, François Bayrou, parce qu'il était bien gêné de voir que le texte passait avec l'apport des voix, et qui a rappelé, donc dans sa mémoire politique, il aura rappelé ce qu'avait dit Mitterrand en disant on ne prend pas en compte les voix. Donc c'était simplement, mais en réalité, les voix sont là. Premièrement. Deuxièmement, la semaine dernière, il y a eu une tension justement entre la majorité et les dirigeants de la majorité, Sylvain Maillard, et la ministre de la ville, Agresti Roubache, parce que justement, on lui reprochait sa mansuétude à l'égard d'un amendement déposé par le RN dans le débat sur les dérives sectaires. Et ça a provoqué un psychodrame à l'intérieur du Parlement. Troisièmement, on sait que Macron n'a que faire du Parlement, en réalité. Donc, franchement, il dit un peu tout et son contraire. Quand il dit aussi dans l'interview si ce sera un échec si un jour Marine Le Pen vous parle dans ce bureau, c'est-à-dire qu'elle aura été élue. Non, ce sera son échec, parce que d'abord, il a quand même promis dès son élection en 2017 que les Français n'auraient pas à voter ou ne seraient pas en situation de voter pour l'extrême droite. C'était une promesse de sa part, et voilà qu'il peut rentrer dans l'histoire, comme l'a dit d'ailleurs sa compagne, une des députées aujourd'hui qui accompagne En Marche depuis le début, qui au fond, Astrid Panossian, elle a posé la phrase du début du quinquennat en disant: je crains que Emmanuel Macron ne devienne le Barack Obama français, c'est-à-dire qu'après 2 mandats, on a eu le populisme. Et cette phrase-là, elle obsède toute une partie de la Macronie, parce qu'il voit bien que quelque part tout ce qui arrive est en train de mettre en place ce résultat. Je ne sais pas si à la fin ce sera ce résultat, mais en tout cas, on voit bien que ça se met en place. Mais ce genre de déclaration ne fait qu'encourager le vote Rassemblement National. Bien évidemment. Il faut renvoyer. Je crois qu'il faut renvoyer Monsieur Macron, je suis désolé, c'est un peu arrogant, mais en fac de droit, et lui expliquer ce qu'est la démocratie représentative. La représentation nationale, elle a un sens. Donc on est 67 millions de Français, donc on élit des représentants. Ils sont élus par département, par région, mais une fois qu'ils sont élus, ils sont les représentants de tous les Français, et pas seulement des Français qui les ont élus. Même si ça lui plaît pas. Moi, au-delà du fait qu'il fasse toujours du en même temps, effectivement, qu'il dise qui veut l'entendre, ce qu'il veut entendre, je crois franchement qu'il est perdu, là. Enfin, vraiment, objectivement. Oui, c'est l'amateur qui je pense qu'il ne sait pas comment combattre le Rassemblement National. Il en a fait son combat, mais il n'y arrive plus. Il n'y arrive pas. Donc, comme il n'y arrive pas, il dit effectivement à qui veut l'entendre ce qu'il veut entendre. Mais le problème, c'est que là, il met vraiment en danger. Je veux dire, on est peut-être moins intelligent que lui, et pourtant on arrive à comprendre. Je dirais pas ça pour vous, Valérie. Mais nous, c'est certain. Mais au-delà de ça, moi, le vrai problème que je trouve à tout ça, c'est qu'effectivement, il a nommé un Premier ministre. On nous a dit attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Il nomme Gabriel Attal. Aujourd'hui, il dit l'inverse de lui, qui avait dit début février, Gabriel Attal, qu'il fallait travailler avec le RN ou ce que vous voulez. Dans le même temps, il nomme Nicole Belloubet à l'éducation nationale, qui hier annonce quand même la fin d'un des projets phares de Gabriel Attal à l'éducation, qui est les groupes de niveau. Et vraiment, donc encore une fois, on contredit Gabriel Attal. Vous l'avez dit, la ministre de la Ville, qui ne va pas travailler avec le RN. Et au-delà de tout ça, je suis désolé de le répéter, mais c'est la vérité, pas de cap. On est à quelques semaines d'une élection européenne, on n'a pas de tête de liste. On n'a pas de tête de liste, effectivement, pour la liste Renaissance, qui aura lieu au mois de juin.
pendant ce temps-là, les autres adversaires travaillent. Le Rassemblement National vous donne une deuxième tête de liste, ancienne Frontex. Les LR vous annoncent une deuxième tête de liste sur la crise agricole. Et là, vous savez pas ce qui se passe du tout pour Emmanuel Macron, pour son camp. Bref, je pense sincèrement qu'au-delà du fait qu'il dit ce que tout le monde va entendre, il ne sait plus, il ne sait pas comment combattre le Rassemblement National. Il pense que tout va passer par lui. Il nomme ses plus proches fidèles, donc Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Bref, vous comprenez pas ce qui se passe, vous savez pas où ils vont, et à mon avis, on avait vu une différence de points de 1 ou 2 points en 2019 entre le Rassemblement National et la liste Renaissance. Là, les sondages vous annoncent 10 points. Je pense vraiment que c'est ce qui peut se passer au mois de juin prochain. Sincèrement. C'est peut-être un minimum, même. Mais ce qui est vrai, c'est, alors pour prolonger en plus, ce qui est incroyable dans cette interview, c'est que là aussi, il se contredit d'un paragraphe à l'autre. En disant que le Front National n'est pas, le RN n'est pas, négationniste, mais que le RN, forcé de constater, n'est pas exactement dans cette démarche-là. Donc il y a une évolution, mais on ne prendra pas leur voix. Mais ils ne sont pas dans l'arc républicain. Mais j'ai reçu Jordan Bardella 2 fois dans le cas des rencontres de Saint-Denis, qui sont pour le coup une intégration dans l'arc républicain autour du président de la République. Et ce qui est le plus frappant et le plus dommage, c'est qu'au fond, il est allé à l'humanité. Pourquoi ? Parce que mercredi rentre au Panthéon le couple Manoukian, avec toute la saga de ces résistants étrangers, avec toute la saga et la puissance de ce que les communistes ont apporté à la résistance, ont apporté à l'histoire de France. C'est un événement, pour la première fois, un président de la République parle à l'humanité. C'est un événement. Et qu'est-ce qu'on a ? On n'en parle pas une seule seconde. On ne parle que de ces petites phrases politiciennes, politicardes, qui viennent évidemment, qui sont jetées dans le système médiatique, parce qu'il sait parfaitement qu'on va se saisir de ça et qu'on ne parlera de ça, qu'on ne parlera que de ça, alors qu'il y a quand même, je dirais, lui qui n'arrête pas de prôner le temps long et l'héroïsme. Voilà, il avait fait un geste en 2017, dès le début de sa présidence, en reconnaissant que Maurice Audin avait été tué par l'armée française, alors qu'il soutenait le FLN. Il avait porté une lettre de reconnaissance à sa veuve, à l'époque. Et donc il y a eu des démarches qui ont été faites. Mais là, c'est gâché. C'est gâché, tout simplement. Je lis le tweet d'Arnaud Klarsfeld qui dit exclure le RN de l'hommage à Manoukian, parce que c'est de cela dont il est question dans cet article. Il dit il ne devrait pas y assister, n'est pas une bonne chose pour la cohésion des Français. Un grand nombre d'hommes de la droite extrême patriotique sont morts aussi en combattant les Allemands. Bousquet, Le Gay, Papon étaient radicaux. Il faut penser à l'unité de la nation. Et effectivement, il aurait peut-être gagné à être un peu plus... nuancé quand même, non ? Je pense que c'est une erreur. Alors, il ne faut pas totalement exclure le fait qu'il fait cette déclaration au moment où le maire est en train... c'est encore pire. Vous savez, il y a souvent, moi j'ai constaté souvent dans la communication macronienne, ces effets de diversion qui sont recherchés quand on annonce ou quand il y a une mauvaise nouvelle. Alors je dis pas que c'est volontaire peut-être, mais enfin en tout cas, manifestement, on parle quand même plus de cette déclaration aujourd'hui du président de la République que des annonces qui me paraissent plutôt, je veux dire, préoccupantes du ministre de l'économie, ce qui lui permet finalement de faire peut-être un peu évacuer ce sujet-là. Oui, il y a ça, et puis quand même, il ne faut pas oublier que les vice-présidents Rassemblement National à l'Assemblée nationale ont été élus grâce aux voix des députés de la majorité, ce qui d'ailleurs n'est pas choquant en soi, encore une fois. Donc très franchement, je ne pense pas qu'il rende un service à la fois à son camp, à la République également. Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui ne plus être dans l'arc républicain ? À partir du moment où un parti abandonne ses fondamentaux qui étaient les fondamentaux antisémites, à partir du moment où il ne met pas en cause les institutions de la République et au contraire, il s'en fait le défenseur, est-ce que être souverainiste aujourd'hui, c'est ne plus être dans l'arc républicain ? Ça commencerait à poser un vrai problème. Et le fait effectivement qu'on est dans l'incohérence absolue, c'est qu'aujourd'hui, il tense le RN en disant il n'est pas dans l'arc républicain. Mais quand l'arc républicain s'est déployé contre l'antisémitisme dans Paris, il a été le premier à dire je n'en suis pas. Il n'était pas. Il n'est pas venu manifester, en effet. Voilà. Donc de ce point de vue-là, il est un peu compliqué pour donner des leçons, et on a bien compris pour quelles raisons il a dit cela. Et si je peux me permettre, juste simplement dire que le RN ne doit pas venir mercredi, on l'a pas beaucoup entendu quand les familles ont demandé à ce que la France Insoumise ne vienne pas à l'hommage aux invalides, à l'hommage national. C'est une demande des familles. L'Élysée n'a pas réagi. Non. Le gouvernement n'a pas réagi. Du protocole. Voilà. Mais c'est-à-dire ne pas réagir. Mais donc, franchement, je trouve que c'est un peu déplacé aujourd'hui, alors que c'est pas une demande de qui que ce soit. Le Rassemblement National, on en pense qu'on en veut. Aujourd'hui, il a invité.
Oui, voilà. C'est une cérémonie d'hommage, cérémonie on est juste de la République qui a 80 députés. Voilà, et par rapport au protocole, on réagit de la même manière par rapport à tout le monde et par rapport à tous les hommages. Et le RN a réagi de façon très intelligente parce que sur l'hommage à Badinter, c'est la famille qui ne voulait pas, donc ils ont respecté la famille. Là, on parle de la nation. Ils sont représentants de la nation, ils doivent y être, donc j'espère qu'ils vont y aller. Eh bien, nous verrons cela. On se retrouve dans un instant avec vous pour continuer nos débats tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. La colère est toujours là, prévient le patron de la FNSEA. On avait, là encore, le gouvernement a pensé calmer les choses et visiblement, la colère gronde et les agriculteurs sont bien mobilisés pour le salon de l'agriculture qui va commencer dans un peu moins d'une semaine. Je ne sais pas, Fabrice Hakoun. Oui, moi c'était mon coup de gueule de vendredi dernier. Jérôme Dubu m'avait un peu repris en me disant non, c'était des discussions avec la FNSEA, c'était tout à fait représentatif, tout le monde est rentré chez lui, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Pas du tout, parce que la réalité, c'est que les Français en général, et les agriculteurs en particulier, demandent un nouveau contrat social. Et les agriculteurs, un nouveau contrat agricole entre eux et les Français. Et tant qu'on ne répondra pas à la demande de fonds, et qu'on prendra des mesurettes à coup de fonds publics dont on sait qu'on les a plus maintenant, on arrivera à cette situation-là. Donc il ne faut pas les prendre pour des idiots. Moi je reviens des Deux-Sèvres, où j'ai pu constater que les panneaux sont toujours à l'envers et les gens considèrent toujours qu'on marche sur la tête et qu'il va falloir prendre les mesures qui s'imposent. Mais puis ils ont un gros problème de revenus. Et je suis pas sûr que les mesures gouvernementales aient jusqu'à présent répondu à leurs problèmes de revenus. Pas du tout. Donc je pense que le problème c'est toujours la même chose. Encore une fois avec Macron, on va revenir sur les fondamentaux du macronisme, mais il gagne du temps. Ils gagnent du temps d'abord par la communication, fortement. C'est ce qu'ils ont fait dans les négociations avec la FNSA. Et en plus, alors il y a un autre sujet sur lequel, à mon avis, ils n'ont pas la maîtrise. C'est que, certes, la FNSEA est l'interlocuteur historique, mais malgré tout, aujourd'hui, la FNSEA est débordée par sa base. Vous le voyez bien. Ceux qui sont leaders dans le mouvement, c'est la coordination rurale. C'est eux qui donnent le là au mouvement. Et donc, vous voyez bien que la FNSEA court après la coordination rurale, notamment dans le sud-ouest, pour ne pas être débordée. Et en plus, comme il y a des élections à la Chambre d'agriculture en début 2025, donc ça joue aussi. Malgré tout, il y a une concurrence. Le sud-ouest était le lieu historique de la rupture et de la tension entre la coordination rurale et beaucoup plus radicale et la FNSEA. Et d'ailleurs, le principal leader, effectivement, que l'on a vu là, dans ce conflit, il est certes officiellement de la FDSEA, de l'instance départementale, mais en réalité il est en rupture de banc. Donc, tous ceux qui disent c'est pas vrai, la FNSEA continue à maintenir, c'est pas vrai. Moi, ce que je crois comprendre après ce qu'on me raconte, c'est que le patron de la FNSEA est régulièrement sensibilisé au fait qu'il a sa base qui brûle, et donc c'est pour ça qu'il est incité en permanence à monter au créneau et à dire c'est pas terminé et il faut continuer à faire monter les enchères. D'ailleurs, ils auraient tort de s'en priver. Il y a une séquence médiatique formidable qui se termine jusqu'à samedi prochain avec le point d'orgue, l'arrivée du président dans la caisse de résonance et de revendications nationales, traditionnelles, la plus importante, symbolique, qui est le salon de l'agriculture. Il serait vraiment idiot de ne pas le faire. Donc ils le font et ils vont continuer à pousser des pions. La réalité, comme vous disiez, Arnaud, c'est quelle est la réelle marge de manœuvre concernant le revenu, concernant les négociations internationales, concernant les accords de libre-échange, poussés en particulier d'ailleurs à l'Europe par la FNSEA, qui mais ça c'est les adhérents sur le terrain le savent bien, tandis que la coordination rurale, elle demande une année blanche, elle demande un effet immédiat, et on n'entend pas du côté de la FNSEA. Juste une petite précision, il ne faut pas oublier que la FNSEA avait validé la taxe sur le gasoil bien négocié avec le gouvernement. Ils avaient négocié avec le gouvernement. Bien sûr. Mais là, on voit que dans les Bouches-du-Rhône, il y a des tracteurs qui ont convergé de Aix vers Marseille. Ils disent le compte n'y est pas, ça ne va pas assez vite. Mais vous êtes étonné vraiment ? Non, pas du tout. Quand on regarde un petit peu tous de près cette histoire, on s'y attendait. Voilà, on s'y attendait. D'ailleurs, quand vous parlez avec des proches de l'Élysée, on vous dit que pour la première fois, samedi au salon de l'agriculture, le président de la République ne va pas tenter de battre de record de présence. De rapidité. Il va vraiment passer en vitesse. Alors un record de rapidité. C'était son grand jeu depuis quelques années de pouvoir rester le plus longtemps possible. Là, il va pas rester aussi longtemps. Mais le vrai problème de fond dans tout ça, quand vous parlez avec les agriculteurs, c'est quoi ? C'est qu'ils demandent des choses et qu'on ne leur donne pas.
Voilà. Parce qu'on n'est pas capable de leur donner. Mais ça, il faut aussi un peu. Marc Fesneau dit qu'il faut un peu de patience aussi. Tout ne peut pas arriver tout de suite. Vous pouvez pas dire aux agriculteurs qu'il faut de la patience. Vous pouvez pas dire aux agriculteurs quand ils sont 2 à se suicider par jour, malheureusement en France, qu'il faut de la patience. Quand vous regardez leur niveau et le salaire de revenus moyens, vous pouvez pas leur dire qu'il faut de la patience. Quand vous regardez ce qu'on leur demande, les efforts qu'on leur demande en termes d'écologie, en termes d'éco-écologie, d'agriculture, vous pouvez pas leur demander de la patience. Ça fait 10, 15, 20 ans qu'on met ce problème sous le tapis, voilà, et qu'on dit ça va aller, que chaque année au même moment, au moment du salon de l'agriculture, on nous dit il y a des problèmes. Bien sûr que oui, il y a des problèmes. Le vrai problème de tout ça, ce qu'ils dénoncent, c'est le problème des normes, c'est le fait qu'ils sont désavantagés par rapport aux agriculteurs étrangers. Et même c'est plus global. Je suis désolé de revenir à chaque fois, mais ça va être l'enjeu des élections européennes, parce que les agriculteurs européens, voilà, les agriculteurs européens aujourd'hui vous disent la même chose. Eux ne se sont pas arrêtés de manifester, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Bien sûr, partout. Ils ne se sont pas arrêtés de manifester. Là, on a donné une carotte aux agriculteurs depuis quelques jours, depuis quelques semaines, en leur disant, en envoyant d'abord le Premier ministre, le nouveau Premier ministre sur le terrain, qui a fait le job, qui a rencontré, qui a échangé, qui a aussi, il faut le dire, cette capacité, cette sympathie, cette empathie envers les gens, à écouter. Ok, il a entendu, il a écouté, mais en attendant, il ne se passe absolument rien. Parce que lui, il prétend, son narratif médiatique, c'est de dire je suis un Premier ministre TGV, sauf qu'il est dans une Micheline. et que c'est pas possible. C'est pas possible pour lui de faire avancer la machine plus vite, la machine française, les enjeux dont la France, les normes, les enjeux sur lesquels la France n'a pas vraiment de levier, c'est-à-dire les négociations donc internationales, européennes pour les accords de libre-échange, qui évidemment pénalisent en premier chef les agriculteurs, mais il faut savoir aussi que lorsqu'on voit ça du côté au sommet de l'État, du côté de l'Élysée, ils regardent ça en panoptique, ils disent ok, là les agriculteurs vont morfler, mais là on va gagner parce qu'on exporte aussi. Donc les accords de libre-échange ne seront jamais à l'avantage des agriculteurs français, jamais. Donc et ça on leur dit pas. Non, bien évidemment. Ils ont bien compris. Mais ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Mais ce qui les énerve, c'est qu'ils ont compris qu'on leur dit pas. Donc c'est ça le sujet. Et puis il y a la concurrence. Alors il y a la concurrence extra-européenne, mais il y a la concurrence européenne pour les agriculteurs français. Aujourd'hui, vous avez des coûts de production qui sont pas les mêmes quand vous êtes dans un certain nombre de domaines. Je pense l'arboriculture ou le maraîchage que ceux qui sont en Espagne. Donc il y a aussi ça. Donc et puis ils ont pas répondu. Il y avait quand même une revendication. Alors je sais qu'elle est compliquée là aussi à mettre en œuvre. La coordination rurale demandait tout simplement une année blanche. Mais sauf que... Ils continuent à le demander d'ailleurs, parce que pour eux c'est vital. À la fin du mois, leurs exploitations sont littéralement asphyxiées pour certains d'entre eux. Vous avez entendu le gouvernement répondre là-dessus ? Non, il ne parle qu'à la FNSEA officiellement. Donc il n'y a aucune raison pour que le mouvement se calme. La seule chose qui peut faire entrer, malheureusement pour eux d'ailleurs, les agriculteurs dans leurs exploitations, c'est qu'ils sont obligés de les faire tourner à un moment donné. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont revenus. Ça s'est arrêté et maintenant ils ressortent. Effectivement, qu'est-ce qui peut les faire arrêter effectivement? Je pense, c'est une réponse, Fabrice Akoun. Quand on observe la situation d'aujourd'hui, on est près 1791. Mais c'est une réalité en fait. Vous avez un pouvoir complètement décalé des réalités, qui vit dans un monde parallèle, avec le donner l'heure de la brioche parce qu'ils n'ont pas de pain. Et on y est quoi. On y est. Et je pense que c'est souvent les grandes révoltes ont commencé par des jacqueries. Toujours. Et d'ailleurs, la présidence Macron sera marquée à jamais par la grande révolte de la taxe, celle des Gilets jaunes, qui a mis directement le peuple face au pouvoir, parce que quand il y a une révolte de la taxe, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de corps intermédiaire, c'est direct le peuple face au pouvoir. Et de ce point de vue-là, ça marquera, je pense, hormis les incohérences, le brouillage et l'espèce de communication non nombrilée, ça marquera effectivement la présidence Macron. Avec quel résultat, on verra bien. Mais toujours est-il qu'on constate que dans ce territoire, sur le territoire agricole, sur le plan électoral, alors que le Front National, pendant des années, quand on s'occupait du Front National, avant le RN, on constatait régulièrement qu'il n'y avait pas de prise dans les dans les zones rurales et en tout cas dans les zones chez les agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont accueillis à bras ouverts et on verra. Ce sera très intéressant de voir au sein de l'agriculture les différences d'attitude du public qui va venir à l'égard de Marine Le Pen et à l'égard d'Emmanuel Macron. Ça va être Alex Darmon. Je vais trahir aucun secret, mais sur l'année blanche, objectivement, quand vous avez les annonces d'hier soir
de la part de Bruno Le Maire. Bien sûr. Ça va pas dans ce sens-là. Mais non, mais comment vous voulez qu'ils disent même qu'il y ait même une demi-année blanche? C'est injouable en fait. Et pourquoi ils répondent pas? Parce que la réponse, ils l'ont déjà. Ils savent que c'est pas possible. C'est non. Et ils répondent pas maintenant parce que dans 5 jours, vous avez le salon de l'agriculture. Mais c'est comme les annonces hier de Bruno Le Maire. C'est-à-dire pourquoi il attend ce moment pour faire les annonces? C'est parce qu'avant il y a trop de problèmes. Avant vous avez, on l'a déjà dit, le remaniement, vous avez cette crise agricole qui s'accentue, vous avez aussi la colère sociale qui monte. Désolé, mais le remaniement, il aurait pu le faire plus vite. Hein. Bien sûr. Franchement, mais pourquoi il l'a pas fait plus vite? Parce qu'il n'y arrive pas. Parce qu'il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas à fédérer autour de lui. Et on parle de la crise agricole, mais vous avez une crise sociale. Et vous l'avez très bien montré dans un sondage la semaine passée, qui est en train de monter dans tous les secteurs. On parle pas des professeurs. Alors on met Nicole Belloubet, on nous dit que ça va calmer, que ça va arrêter un petit peu la gronde, et c'est pour ça qu'hier d'ailleurs son annonce, qui est quand même, enfin faut quand même être honnête, l'une des réussites d'Emmanuel Macron, c'est le dédoublement des classes en école primaire dans le premier quinquennat. Là on est en train de nous dire, quand Gabriel Attal arrive au ministère de l'Éducation nationale, je suis désolé, je fais une petite digression, mais c'est important de comprendre et de savoir comment ça fonctionne dans le logiciel macroniste. On nous dit, on va essayer de faire la même chose, en tout cas un peu adapté pour les collèges et les lycées. Et là, c'est plutôt une bonne idée. On va essayer de rattraper le retard des élèves qui sont en difficulté. Et là hier, on dit Nicole Belloubet, on comprend rien à ce qu'elle raconte d'ailleurs sur BFM. Non mais c'est vrai, il faut être honnête. Elle dit oui, non. Quels que soient les portefeuilles qu'elle occupe, on comprend pas ce qu'elle raconte. Elle était à la justice avant et vous avez complètement raison, on comprenait pas ce qu'elle disait. Mais bref, hier elle nous dit oui, non. Et au final, l'une des mesures qui pouvait être une mesure phare de l'éducation nationale d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal sur ce second quinquennat, elle saute. Sauf que les syndicats sont contre cette mesure et qu'ils n'ont pas les moyens de le mettre en place. On s'achète la paix sociale en disant c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà, profs, ce que tout le monde entend. Les syndicats et les profs sont contre parce que pour eux c'est touché au tabou, c'est-à-dire que ça décompose la classe, le groupe classe. Non mais surtout il n'y a pas l'égalitarisme. Voilà. Et surtout il n'y a pas les moyens. C'est les moyens il faut des enseignants supplémentaires. Si vous avez 3 groupes de maths en 4e, en 5e et en 6e, c'est pas possible. Et c'est des expériences qu'on plus. Mais au lieu de dire, vous avez raison, c'est pas possible. Mais au lieu de dire que c'est pas possible, elle pourrait dire, il faut qu'on crée des vocations, il faut qu'on fasse un choc du savoir, un choc d'éducation nationale, qu'on aille chercher des jeunes profs qui viennent, qu'on paye un peu plus, ou en tout cas qu'on aménage. Rien. On dit stop à une mesure qui était plutôt intéressante, qui avait marché pour le primaire, on dit stop pour le secondaire. Bon, tant pis. C'est effectivement du en même temps. Voilà. Bon. Vous devriez être ministre de l'Éducation. Non, faut pas lui souhaiter ce genre de choses. Non, c'est pas sympa. Non. Allez, merci à tous les 4. Dans un instant, c'est Philippe David qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio.